Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aussi nombreux à ce nouveau webinaire Baptia. Je serai donc Thomas Le Sueur, votre hôte pour aujourd'hui. Et bien entendu, puisqu'un live n'arrive jamais sans son lot de soucis, je devais être accompagné par un expert consultant de chez nous. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Je serai donc seul aujourd'hui pour vous présenter, le sujet donc de la facturation électronique et la gestion par SAP. Alors heureusement, j'ai eu la chance au début du projet, il y a à peu près 2 ans, d'assister aux différents, rendez-vous proposés par, le gouvernement. Donc j'avais bien entendu heureusement des notions sur la facturation. Le principal impact va être au niveau, des questions que vous allez me poser, et bien entendu aussi au niveau de la démonstration puisque je ne suis pas expert de la solution, de SAP. J'ai bien entendu, essayé de trouver des solutions de contournement. Toutes les questions qui me seront posées et auxquelles je n'aurai pas, les réponses en live, seront adressées bien entendu à l'expert a posteriori et nous enverrons, s'il est nécessaire, les réponses, par mail. Et pour la démonstration, au lieu d'avoir une démonstration en live, ce sera une démonstration enregistrée donc par les équipes, de SAP qui dure une dizaine de minutes et qu'on verra en fin de session. Autre petit impact, vu que je suis tout seul, je suis obligé de garder donc c'est pour ça que vous verrez mes yeux monter aussi, au niveau de la caméra. Je suis obligé de garder un œil sur le chat, toute seule. Donc forcément, c'est un peu plus, compliqué que d'habitude pour ceux qui ont l'habitude de voir nos différents webinars. Voilà, maintenant une fois que c'est dit, alors bien sûr, si je mets en plein écran, j'ai aussi pas d'accès au chat. Je vais trouver une solution plus tard, c'est pas grave. Et donc très rapidement, agenda du jour, donc d'habitude, hein, je suis accompagné de l'expert, mais là je serai tout seul. On va voir pendant une quinzaine de minutes, donc tout ce qui concerne, la réforme en elle-même, contexte, chronologie, format et cetera. On verra ensuite, comme indiqué donc la solution de notre éditeur partenaire, SAP avec une petite démonstration de leur outil et on terminera donc ce webinar par une session de questions-réponses et j'essaierai au fil de l'eau quand même de voir les différentes questions du chat, en minimisant mon PowerPoint très rapidement. On va commencer par un petit sondage très rapidement. Je vais accéder à l'interface et ouvrir les votes. Vous aurez donc 1 minute pour répondre. C'était de la curiosité personnelle. Je voulais savoir donc si vous aviez en fait déjà trouvé votre solution pour la gestion de la facturation électronique ou non, ou si vous étiez simplement curieux de voir ce que les éditeurs majeurs, hein, que sont par exemple SAP, Microsoft ou Cegid, proposeront en fait dans le futur. Les réponses seront 100 transparentes puisque chez Apsia, nous affichons tout. Vous avez donc 1 minute pour y répondre et nous allons regarder très rapidement les réponses pour voir à peu près où se situent les gens. Alors, il doit rester quelques secondes. Vous avez aussi la possibilité de voter blanc. Il me semble que j'ai autorisé, le vote démocratique blanc. D'accord, je m'attendais pas forcément à ça, mais ça reflète bien un peu le chaos qu'implique, cette réforme. Vous êtes donc 50 à n'avoir pas trouvé de solution. 13 à l'avoir trouvé, mais à quand même essayer de regarder ailleurs et 38 à vous intéresser à ce que propose l'éditeur SAP et vous n'avez pas voté blanc. C'est magnifique. Alors, chez Aptia, on est entre le non et les, «oui, mais je ne suis pas sûr» puisque comme vous, on essaye d'étudier bien entendu, l'ensemble des solutions et d'utiliser celle qui nous sera le plus bénéfique, sachant que, voilà, tout n'est pas encore fixé dans cette, loi de facturation électronique. Je vais pouvoir repasser sur mon PPT. Je suis vraiment désolé pour, la logistique un peu plus compliquée aujourd'hui et on va s'intéresser justement alors à la définition, légale, on va dire, de la facturation électronique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une facture émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée et qui comporte nécessairement un socle minimum de données sous format structuré, ce qui la différencie des
PDF ordinaires. Alors, la principale notion, à retenir en fait de cette définition, c'est la différence entre la facture dématérialisée, que nous pratiquons peut-être, tous déjà ici présents, versus donc celle qui sera, dite comme étant électronique. Donc la facture dématérialisée, c'est celle qui est envoyée par biais électronique, donc souvent pareil, hein, le format, c'est souvent du PDF, mais la différence, c'est qu'elle ne possède pas en fait l'ensemble des mentions obligatoires ou qui seront, pardon, obligatoires dans le futur, et elle ne propose pas donc ce qu'on appelle les, données structurées. Ce seront donc des données qui, seront lisibles, justement par, la plateforme du gouvernement sur des formats spécifiques que nous verrons plus tard. Alors, fait intéressant, cette réforme, elle est déjà appliquée, chez certains de nos voisins. Si je ne dis pas de bêtises, elle est déjà applicable en Italie et elle est en cours d'implémentation dans pas mal de pays de l'Est, et nos voisins, bien entendu, sont aussi en train d'étudier la question puisque le but, ce serait d'arriver à un consensus, européen. Mais voilà, on n'y est pas encore. Par contre, la France a déjà un peu éprouvé, ce modèle puisqu'il est déjà disponible, si vous faites, des transactions avec, l'État ou le gouvernement, donc tout ce qui va être le B2G, le business to gouvernement, puisque vous devez déjà interagir normalement lors de ces transactions-là avec la plateforme Chorus Pro, qui marche en fait sous le même principe que la facturation électronique. Ça servait à mon avis de pré-pilote et voilà, face au «succès» entre guillemets de cette façon de procéder, l'État a bien sûr décidé de généraliser ce concept un peu partout. Alors j'ouvre juste l'interface de questions, voilà, comme ça j'aurai au moins votre retour si besoin. Alors maintenant, ce qui est important, dans la facturation électronique important de comprendre, pardon, ce sera donc les différents, acteurs qui composeront justement cette réforme. Alors, premier acteur, assez évident, c'est vous, c'est nous, donc ce sont les entreprises, donc que ce soit fournisseurs, acheteurs, mandataires équipés d'une solution de dématérialisation en interne ou en externe. Donc ça, forcément, premier acteur assez simple. Le deuxième, très important, qu'on appellera donc le PPF, le portail public de facturation. Il représente, si je caricature un peu, c'est la plateforme du gouvernement. Donc c'est celle qui va pouvoir, stocker les données, c'est celle qui va avoir l'annuaire, qui servira justement à connaître, les différentes plateformes utilisées par toutes les entreprises. C'est un peu la clé de voûte du dispositif. Donc voilà, donc c'est vers ça qu'on va essayer de connecter justement les différentes entreprises, et les 2 acteurs suivants servent justement de connecteurs, donc ils sont, le premier qu'on va appeler les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires. Alors eux, ce sont des entreprises qui sont, on va le dire, hein, déjà des acteurs de la facturation en général, et qui sont donc ce qu'on appelle immatriculés par l'administration. Donc là, c'est bien entendu, il y a des prérequis pour devenir PDP. Il y avait un processus, alors je sais qu'il a déjà été, comment dire? Il a déjà été terminé par pas mal d'entreprises qui sont déjà, immatriculées. Je pense par exemple à Esker, il me semble, dont j'avais vu certains contenus sur YouTube, qui disaient avoir été justement, immatriculés à ce titre, et puis certains sont encore en cours. Mais voilà, en tout cas, cette immatriculation garantit le sérieux du service. Ce sera bien entendu des services qui seront payants, qui se connecteront, on le verra plus tard, au PPF, et qui se connecteront entre elles et qui auront obligation de pouvoir recevoir les factures électroniques dans, tous les formats de comment dire? De réception qu'on verra un petit peu plus tard. Et certains d'entre eux proposeront des services, additionnels. Alors là, pour le coup, c'est assez libre. J'ai pas forcément vu d'homogénéisation des services, mais ça va aller de l'archivage, jusqu'à des comptes rendus, des rapports, des choses comme ça. Donc voilà, ils iront, on va dire faire l'extra mile par rapport aux autres, mais bien entendu nécessitant un coût. Et on aura donc le dernier acteur qui sera les opérateurs de dématérialisation. Donc eux, ce seront des solutions qui seront capables, bien entendu, de communiquer avec le PPF, qui seront capables de communiquer avec des PDP si besoin, mais qui ne sont pas immatriculés par l'État.
En l'occurrence, c'est souvent, ce choix-là, d'être opérateur dématérialisation, ce qui a été pris par l'ensemble des éditeurs, du moins ceux avec lesquels, Appsia est partenaire. Donc ce sera le «rôle» entre guillemets que prendra, Cegid, Microsoft et SAP. Puisque donc, leur but n'est pas d'être reconnus par le gouvernement, mais bien entendu, comme il nous disait à chaque fois, d'être le plus efficace possible et d'être prêt, le jour J, avec des processus testés, éprouvés et cetera. Donc voilà, ils se contenteront d'être opérateurs de dématérialisation, donc ils offriront pas forcément les services additionnels proposés par les PDP, mais normalement, ils auront aussi un coût légèrement inférieur. Hop, je regarde rapidement les questions. D'accord, toujours pas de questions, je continue. Alors maintenant, les avantages justement pour les différents acteurs. Alors, officieusement, je pense, le principal avantage, c'est bien entendu, pour l'État, d'éviter la fraude, que ce soit la fraude à la TVA ou toutes celles qu'on connaît. Mais, réalistiquement, il y a aussi bien entendu des avantages pour les entreprises. Alors, premier avantage, réduction des coûts de traitement. Je suis allé regarder un petit peu des études qui avaient été faites, justement par des PDP parfois, sur le coût actuel d'une facture. Alors il serait en moyenne, en croisant plusieurs sources, à 4,5 € par facture. Alors c'est pas du tout, le prix, comment dire? Affiché, c'est simplement quand on cumule, pardon, les jours hommes passés au traitement, parfois les impressions, l'envoi par mail, tout ça. Donc forcément, si on lui amène un coût économique en jour homme, on voit que ça arrive à peu près à 4,50 € et ce coût diminuerait, au bout d'un certain temps à peu près 50 centimes, par traitement d'une facture. Alors je suppose, bon, le chiffre de 50 centimes, je pense est logiquement une estimation puisque, bah, la loi n'est pas encore entrée en vigueur, donc je pense que c'est uniquement des forecastings. Mais là où c'est vrai effectivement au niveau de la réduction des coûts, c'est qu'on aura, forcément beaucoup moins d'erreurs humaines, on aura une meilleure rapidité de traitement. Alors je pense que la mise en place, soyons réalistes, va être sûrement un peu plus douloureuse, mais voilà, une fois que tout est mis en place et que tout fonctionne correctement, ça va vraiment fluidifier les échanges. Donc il y aura, pour le coup, je pense, une réelle réduction du coût. Après à combien de pourcentage, voilà, je laisse les experts s'exprimer et a priori, on est sur un facteur quand même de diviser par 9 le coût d'une facture. Réduction de la charge administrative, donc là forcément, hein, on va aussi s'éviter pas mal de phénomènes de double copie, d'envoi, de choses comme ça, donc là-dessus, il y a pas de doute. Meilleur suivi des délais de paiement. Alors là, je pense que selon moi, hein, ça va être les 3 prochains points sont vraiment clés. Amélioration de la relation commerciale, meilleur accès et suivi des processus de facturation et donc meilleur suivi des délais de paiement. C'est tout simplement car on va mettre fin, à ce que j'appelle la mauvaise foi dans la facturation. Je pense qu'on a tous été confrontés, voilà, à des mauvaises foi de prestataires, par exemple, où, j'ai perdu la facture, mais vous me l'avez pas envoyée, voilà, toutes ces excuses qu'on a déjà entendues et qui font parfois, assez mal à la trésorerie des PME ou des TPE, hein. Voilà, quand on a plusieurs factures de dizaines de milliers d'euros qui sont sorties, c'est franchement pas agréable, on le sait tous. Et donc là, le fait d'avoir, ce processus qui va être, beaucoup plus automatisé, qui va être normé à l'aide de statuts, de choses comme ça, empêcheront toute forme aussi de triche par la mauvaise foi. Voilà, une fois que vous aurez émis votre facture, on verra par la suite, dans les statuts, si elle est taguée comme étant réceptionnée, voilà, de dire qu'on l'a pas reçue, ça ne marchera plus. Donc voilà, effectivement, je pense que c'est vraiment ces 3 points-là qui, en tout cas, qui seront en valeur ajoutée pour l'entreprise. Et puis pour l'État, donc entre autres, donc là, éviter toutes sortes de fraudes. Il y a aussi la capacité à pouvoir connaître en temps réel l'activité économique des entreprises. Je pense qu'au niveau, voilà, au niveau reporting et tracing, c'est vraiment intéressant pour eux. Et puis, mine de rien, un avantage pour eux comme pour nous, ce sera donc ce qu'on appellera donc le pré-remplissage de la déclaration de TVA. Donc là, je suis allé ne payant pas moi-même la TVA, je suis allé me renseigner au niveau de notre directrice financière. Donc effectivement, souvent ça se fait, ce calcul est fait par des experts comptables, pas forcément sur facture d'ailleurs, il se serait fait a priori aussi au niveau des échanges, enfin des comment dire? Des informations bancaires.
Donc là, le but, c'est que voilà, l'État sera en permanence au courant, de votre TVA décaissée, de votre TVA encaissée et aura la possibilité donc de pré-remplir vos déclarations de TVA. Donc pareil, on assistera à moins d'erreurs, moins de mauvaise foi et cetera et donc des échanges, forcément beaucoup plus fluides. Je vois pas de questions, je continue, c'est magnifique. N'hésitez pas, hein, encore une fois, si jamais je suis pas capable, d'y répondre, je transférerai, à nos experts en interne, ou à ma directrice financière qui nous répondra par mail, par la suite. Alors, à qui s'adresse la réforme? Bon là, le schéma a l'air, grand et compliqué, mais en fait, pas du tout. Si vous êtes une personne donc privée, physique ou morale, si vous êtes une entreprise qui exerce une activité économique, que vous êtes en France et que vous payez de la TVA, cette réforme, elle est pour vous. Si jamais, vous êtes dans le cadre droit, donc vous n'exercez pas une activité économique, bon voilà, c'est compliqué, mais par contre, si vous n'êtes pas domicilié en France ou assujetti à la TVA, vous aurez quand même des obligations, donc pas de e-invoicing pardon, mais vous aurez quand même des obligations de e-reporting. Donc c'est pas forcément un sujet, couvert dans ce webinaire puisque c'est pas quelque chose qui nous intéresse actuellement, mais par contre, voilà, si je vois qu'il y a, dans le chat un intérêt pour qu'on ait au moins une explication sur le reporting, ce sera avec plaisir, mais ça compliquait un petit peu cette présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans le chat si jamais le cas de droite vous concerne et ce sera avec plaisir qu'on vous fera une petite présentation, par mail du e-reporting. Les obligations à respecter. Donc voilà, là on arrive un peu dans le cœur du sujet. Donc je vous parlais tout à l'heure, il me semble, des différents formats, qui devront être acceptés par les PDP et les OD, donc qui sont au nombre de 3. Donc les formats sont FactureX, UBL et C2I. Alors, on connaît un peu mieux, FactureX que les 2 autres parce qu'ils présentent l'avantage, indéniable d'avoir donc ce qu'ils appellent le fichier PDF lisible par l'homme. Donc c'est-à-dire que chaque, facture émise sur FactureX aura une, heu, une version en PDF que, voilà, nous-mêmes pourrons comprendre et aura son équivalent, sur un fichier XML. Donc là, ça ressemble plutôt à des lignes de code, et c'est ces lignes de code normées qui seront lues justement par les plateformes, du gouvernement. Mais voilà, l'avantage c'est que, bah, on est capable de la lire et de la comprendre sans forcément, aller dans le fichier XML qui est, voilà, pour le coup un peu plus compliqué, ça ressemble, enfin je trouvais que ça ressemblait un peu à des lignes de code HTML ouvertes dans un éditeur de texte, donc vraiment pas très, très agréable. Je suppose que pour les professionnels de la facturation, ce sera un format qui sera lisible aussi, mais voilà, pour le commun des mortels, FactureX présente vraiment l'avantage d'avoir, le format hybride, comme on dit. Pour ce qui est de UBL et C2I, je vais pas vous mentir, c'est franchement pas, les formats que je maîtrise le mieux. Je sais juste qu'effectivement C2I est pas mal utilisé dans le secteur tertiaire, et qui sert à communiquer entre différents secteurs d'activité. Mais voilà, je n'en sais pas plus. En tout cas, les 3 sont, lisibles par les plateformes du gouvernement et seront émettables bien entendu par les les PDP et les OD, pardon. Maintenant au niveau des mentions, alors j'ai mis des exemples sur la slide d'après, mais comme je disais au tout début, un certain nombre de mentions obligatoires, devra figurer sur les différentes factures. Alors, il y aura des mentions qu'on appellera d'en-tête, il y aura des mentions de pied de page et puis il y aura des mentions bien entendu de contenu tout simplement. On regardera dans la slide d'après, hein, les différentes données à faire figurer et par contre, chose importante, donc si jamais, vous ne respectez pas, justement les obligations de facture électronique, à quoi vous exposez-vous? Eh ben, vous vous exposez à une amende de 15 € par facture, dans la limite de 15 000 €. Alors ce qu'il faudra voir, on aura le calendrier juste après, vous aurez normalement 1 an, pour vous mettre d'équerre avec cette loi. Normalement, il y aura, comment dire? Un un petit délai en tout cas, autorisé par le gouvernement et puis soyons honnêtes, vu le délai qu'elle a pris,
parce qu'elle devait déjà être effective, si je dis pas de bêtises, un peu plus tôt. Voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres retards, très honnêtement, mais voilà, le but, c'est quand même d'y être prêt assez rapidement, et d'éviter, bien entendu, toutes sortes d'amendes. Et effectivement, durée d'obligation, enfin également des obligations concernant la durée d'archivage. Si je ne dis pas de bêtises, elle est de 10 ans et ce sera bien entendu proposé, hein, par les différents acteurs. Je sais que les PDP feront même un archivage un peu plus long pour certains, pour les grandes entreprises. Et donc, tout à l'heure, je parlais donc des différentes mentions et donc on les a séparées, pardon, en plusieurs, catégories. Donc il y aura ce qu'on appelle les données fiscales, donc ça va être bien entendu, sirène, TVA, date de facture, date d'encaissement, montant encaissé. Donc très important, puisque donc sirène, normalement sera un des comment dire? Un des identificateurs, justement pour la plateforme du gouvernement, pour vous identifier dans l'annuaire et pour pouvoir vous retrouver facilement. Il y aura une coordination entre le SIREN et le nom de l'entreprise. Donc voilà, c'est des données qui sont bien entendu obligatoires et importantes. On aura ensuite les données, commerciales, donc là qui concernent plutôt le produit, vendu et la façon dont il est vendu avec, voilà, info produit, coordonnées, conditions de paiement, référence de commande, tout ça. Et il y aura, bien entendu, aussi des nouvelles données, à faire figurer avec, donc je les ai mis ici, donc catégorie de transaction, devise de la transaction, statut de la facture, donc là c'est les statuts qu'on verra un petit peu plus tard, et les données de paiement. Voilà, ça vous donne, un espèce de modèle de facture que vous voyez à droite, qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus homogène aussi puisque tout le monde aura le même. Donc ça permet bien entendu de stocker les informations et de les redispatcher beaucoup plus facilement. Heu et c'est là aussi d'ailleurs le un des principaux avantages de cette réforme. Je regarde très rapidement s'il y a des questions. Je me Nous n'avons pas l'écran en mode diaporama. Pardon, je je viens de voir votre, alors je vais essayer de modifier ça. Je suis désolé, hein, pour ce petit contretemps. Alors comment on pourrait faire ça? Je vais être très honnête, le problème c'est que si je le mets en plein écran, ça mon écran mon 2e écran qui me donne le retour caméra, a le PPT par-dessus et en fait je ne vois pas le retour caméra. Heu, je suis vraiment désolé. Très compliqué d'être tout seul sur un webinar. Je vais, essayer de zoomer au maximum, mais je vais avoir du mal à faire une présentation, ouais je non, je pourrais pas faire mieux que ça. J'espère que vous arrivez quand même à lire. Dans le pire des cas, je communiquerai la présentation, au format PDF directement à la fin de ce webinaire si vous le souhaitez. Je le fais assez régulièrement, mais malheureusement, si je veux le retour caméra et que je veux pouvoir vous lire, je suis obligé de rester en écran simple. Hop, je vous agrandis un tout petit peu pour avoir la slide d'après. Alors, ouais, je vois que les gens veulent la presse, il y a aucun souci. On arrive alors un élément hyper important, hein, forcément, le calendrier d'entrée dans la réforme. Calendrier qui a été, modifié, maintes fois, hein, puisque encore une fois les premiers échanges avec le gouvernement et les entreprises, comme Appsia ont commencé il y a 2 ans, puisque c'était une de mes premières missions en arrivant chez Appsia. Mais on va considérer que cette fois-ci, on va réussir, que la phase pilote va bien se passer et qu'on va rester donc sur ce calendrier-là. Ce calendrier, il oblige toutes les entreprises, peu importe leur taille, à recevoir, je dis bien recevoir, les factures au format électronique à partir du 1er septembre 2026. Pourquoi, une différence entre la réception et l'émission des factures? Eh ben, en fait, c'est assez simple. C'est que les grandes entreprises qui, elles, vont servir de cobayes, si je peux me permettre, dans l'émission, en tout cas, des factures électroniques, donc si des grandes entreprises, par exemple, travaillent avec des ETI ou des PME,
Si elles émettent au format électronique pour que, bien sûr, elles soient réceptionnées, il faut au moins que, les PME et les ETI et le reste du monde, entre guillemets, soient capables de le recevoir. Donc c'est pour ça qu'elles sont tous, en réception au même moment. Mais par contre, au niveau de l'émission, donc si vous faites partie d'une grande entreprise, je suppose que vous êtes déjà au courant, mais voilà, ce sera une émission à partir du 1er septembre 2026. Si vous faites partie d'une ETI ou d'une PME, ce qui est par exemple le cas d'Apsia, vous avez, 1 an de plus pour vous mettre d'équerre et donc l'émission des factures électroniques se fera à partir du 1er septembre 2027. Et comme je disais, vous allez avoir, il me semble, 1 an ou un trimestre. Le doute m'habite, mais voilà, vous aurez en tout cas un petit délai, de grâce offert par le gouvernement pour vous mettre d'équerre, puisque voilà, ils ont conscience que, c'est un projet, long et conséquent, et donc on laisse un peu de temps aux gens pour se préparer. Alors, maintenant, la clé de voûte du dispositif, le schéma général que l'on appelle donc le schéma en Y. Ça ressemble plus forcément à un Y quand on y met plusieurs fournisseurs et acheteurs, mais voilà, en tout cas, très important et finalement pas si compliqué, à interpréter. Donc pourquoi en Y? La raison elle est simple, je vais essayer de le faire à la caméra. Tout transite par le gouvernement. Donc voilà, vous venez, du fournisseur et de l'acheteur, mais tout transite vers, comme un entonnoir, hein, vers le PPF puisque ce sera le PPF qui va être la clé de voûte du dispositif. Alors, il y aura différentes façons, d'avoir justement, ce schéma puisqu'on l'a vu, hein, il y aura différents acteurs, que ce soit les PDP, les OD et cetera. Donc chacun aura une façon un peu, différente de fonctionner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc un fournisseur doit être relié, que ce soit par le biais d'un OD ou d'une PDP au PPF pardon. Le PPF lui, sera responsable de l'annuaire, donc c'est-à-dire la «connaissance» entre guillemets de toutes les entreprises de France, sera aussi responsable de l'archivage et sera responsable de redispatcher juste après vers, l'acheteur les données de facturation. Donc ici, voilà, je voulais rapidement vous parler donc de l'annuaire. Donc ce qu'on appelle l'annuaire centralisé, ce sera donc tout simplement le comment dire? C'est l'ensemble des données en fait qui permettront à l'État de, savoir en fait quel choix a fait votre entreprise. Donc cet annuaire, il sera composé, donc c'est ce qu'on appelait d'identifiants uniques qui seront donc votre nom d'entreprise et votre SIREN et en fait donc à partir du moment où l'État reçoit une facture et qu'il y a, on l'a vu, hein, dans les données obligatoires, le SIREN et le nom de l'entreprise, ils vont aller regarder dans cet annuaire, ils vont voir, voilà, par exemple, l'acheteur, lui, il est, relié à, une PDP, et connecté au PPF et donc elle va s'occuper de donner ces informations justement au fournisseur ou à l'acheteur. Plusieurs schémas sont possibles donc justement dans ce fameux schéma en Y. Alors il y en a 4, mais fondamentalement, certains sont juste des miroirs de l'autre comme on dit. Hem, donc on va les faire un par un, hein, mais encore une fois certains sont quasiment en double. Donc le premier cas, assez, comment dire? Qui sera, je pense, un des plus communs. Ce sera donc, vous êtes, le fournisseur et l'acheteur, tous les 2 reliés à une PDP. Donc vous aurez fait le choix, payant bien sûr, de comment dire? D'être client justement de ces plateformes qui, elles, vont quasiment s'occuper de tout pour vous, voire même plus, comme on disait tout à l'heure. Et donc le fournisseur, va communiquer avec le PDP qui lui-même va faire le reporting, et qui va envoyer toutes les informations légales, au PPF. Les PDP peuvent communiquer entre elles, bien entendu, puisqu'elles sont, capables d'émettre et de recevoir la totalité, des formats supportés par la facturation électronique et la PDP donc de l'acheteur va lui recommuniquer, les infos et donc on a encore justement ce fameux Y qui apparaît. Deuxième, cette fois-ci, ce sera, le fournisseur utilise une PDP, mais son acheteur, lui, n'en utilise pas et donc utilise simplement un opérateur de dématérialisation. Donc là, ça va être un cas, par exemple, voilà, l'acheteur, est équipé d'une solution de SAP,
donc il n'a pas besoin de payer un coût supplémentaire pour avoir une PDP, et donc le PPF va communiquer en direct avec lui par l'intermédiaire justement des solutions proposées par les éditeurs. Alors, je vois une question qui apparaît, j'essaye de les prendre sur le coup. Si jamais je peux pas y répondre, encore une fois, je la noterai et vous aurez la réponse juste après ce webinaire. La récupération des factures fournisseurs directement pourra-t-elle se faire via des OD ou uniquement alors non, justement, je pense que vous parlez donc de notre deuxième cas. Non, non, on pourra on le verra dans le schéma juste après, n'avoir aucune PDP qui intervient entre le fournisseur, le PPF et l'acheteur. On peut avoir je vais la montrer maintenant, hein. Est-ce que je l'ai prise? Voilà, donc ça va être, je pense que vous parlez du cas numéro 4, qui sera donc, fournisseur, OD, PPF, OD, acheteur. Donc, par exemple, fournisseur et acheteur tous les 2 équipés, d'une solution ERP, que ce soit de SAP ou d'un autre. Bien entendu, ces 2 solutions communiquent elles-mêmes avec le PPF. Le PPF, lui, il envoie l'annuaire, il permet de répartir correctement et tout est super fluide. L'archivage, par contre, normalement, se fait bien entendu à votre charge, puisque donc il y a pas de PDP qui propose ce service, entre les 2. N'hésitez pas à me dire si c'était bien la réponse que vous attendiez. Sinon, j'essaierai de mieux comprendre la question ou de trouver une réponse, plus convenable. Alors, on a vu donc le 4e pour répondre à la question. Le troisième, c'est uniquement, ce que j'appelle le miroir de celui du numéro 2. C'est que à la place que ce soit le comment dire? À la place d'avoir une PDP du côté du fournisseur, on aura une PDP du côté acheteur, ce qui implique logiquement que le fournisseur, lui, est connecté avec un OD au PPF. Donc vous voyez, au final, plein de cas différents. Je vous avoue qu'au début, j'étais un peu, submergé par, le nombre de cas, d'exceptions, de choses comme ça et au final, quand on résume, les cas sont plutôt simples et pas si nombreux que ça au final. Le principal choix, qui va vous revenir, vous l'avez compris, hein, c'est est-ce que je suis équipé de logiciels qui me permettent d'être connecté en direct au PPF ou est-ce que je veux déléguer, ce service à une PDP reconnue par l'État? Alors je ne sais pas si les tarifs aussi, par exemple, sont déjà sortis, hein. Je ne me suis pas renseigné non plus au niveau des tarifs des PDP et des prestations, mais voilà, il y aura vraiment un pesage à faire de pour et contre. On a aussi je vais être honnête, on a aussi des clients qui, sont équipés d'un ERP avec une solution d'OD, mais qui préfèrent quand même, utiliser les services d'une PDP. On peut imaginer donc dans les grandes entreprises qui ont plusieurs filiales, potentiellement connecter toutes les filiales à la même PDP peut avoir un intérêt, majeur, plutôt que voilà, d'avoir, plusieurs segments connectés au PPF en direct et cetera. Donc vraiment c'est selon moi le choix le plus important et qui nécessite pour le coup une petite étude en amont, surtout si les PDP sont amenés à avoir des services additionnels différents, les uns des autres. Tout à l'heure ah oui, alors effectivement la qualité, je suis vraiment navré, je vois que la qualité est horrible, heu, au niveau des slides. En tout cas voilà, quelque chose d'assez important et qui va mettre à mal ce que j'appelais tout à l'heure la mauvaise foi dans la facturation, c'est cette, notion de reporting statut. Alors, une fois que, le schéma en Y sera, installé et éprouvé, vous allez voir, des statuts justement apparaître. Alors je crois que dans la démonstration SAP, vous les verrez un peu plus, vous les verrez même en action. Mais voilà, chaque étape en fait du cycle de la facture va être normée justement par ces statuts. Alors au début, bien entendu, déposer, il peut passer de déposer à rejeter si, par exemple, vous avez oublié des mentions obligatoires. J'imagine que vous vous trompez dans le sirène ou vous omettez de mettre le sirène, elle va être illico rejetée. Il doit sûrement y avoir d'autres cas de figure, hein, mais c'est celui qu'on m'a donné le principal. Une fois qu'elle a été déposée, elle va être étudiée justement par l'acheteur. Il va pouvoir aller voir justement si toutes les informations sont correctes, s'il voit des erreurs, je sais qu'il y aura des statuts comme on le voit là de litige, suspendu, approuvé partiellement et cetera. Donc vous allez vraiment avoir une vision en temps réel en fait, de vos factures et ce qui évitera encore une fois le côté, «Bah, moi je l'ai perdue». Bah non, puisque si elle est notée comme déposée par le gouvernement, c'est qu'elle l'est et donc c'est que la personne devra s'en acquitter, par la suite.
Et bien entendu, le dernier statut, qui va terminer ce cycle de vie et qui sera obligatoire, c'est, l'encaissement par le fournisseur. Encore une fois, je crois que dans la démonstration, de SAP, vous aurez la possibilité de voir justement les différents statuts. Positionnement de SAP sur la question de la facturation électronique. Donc il me semble que je l'ai dit aussi en début de webinaire, la majeure partie, alors je ne vais pas parler pour tous parce qu'on n'est pas partenaire de tous les éditeurs, la majeure partie des éditeurs, numéro 1 sur le marché, ont fait le choix de se positionner en tant qu'opérateur de dématérialisation. Je pense parce que les contraintes légales, pour devenir PDP étaient un peu plus, conséquentes. Mais voilà, le choix de SAP en tout cas, c'est, le plus simple, le plus direct, et surtout avec le moins d'intermédiaires possible. Alors pourquoi le moins d'intermédiaires possible? Là, c'est plus pour des questions de sécurité de la donnée. Alors l'utilisation d'une PDP forcément rajoute un intermédiaire, cet intermédiaire, peut avoir, tous les soucis, comment dire? Cyber, qu'on connaît aujourd'hui et donc voilà, il y a certaines grandes entreprises qui sont un peu réticentes, à ajouter des intermédiaires donc voilà, SAP s'est dit: «Nous, on va faire, voilà, comme l'Olympique de Marseille, droit au but, on se connecte en direct au PPF. Les différents, comment dire? ERP vont pouvoir aussi communiquer entre eux. Ça fait notre schéma en Y avec zéro intermédiaire et normalement tout le monde est content». Bien entendu, ils vont s'acquitter, on le voit, hein, de l'e-invoicing, du e-reporting, pas couvert là dans ce webinaire, des, échanges de statuts des factures. Donc ça, c'est les différents statuts qu'on a vus, juste avant et qui vont bien entendu suivre aussi le cycle de vie de la facture. Alors, je vois que le temps passe et que j'ai beaucoup parlé. Ce que je vous propose, je vais vous montrer directement la démonstration donc de la solution de SAP faite donc par les équipes en interne. Hem, alors il faut juste que j'arrive à accéder à mon interface. Aïe, aïe, désolé, j'ai honte. Voilà, je vais mettre la fenêtre ici, c'est plus facile. Voilà, donc plutôt que de vous faire une démonstration, bancale moi-même, ce sera une démonstration préenregistrée. Si, elle ne couvre pas toutes les notions que vous étiez venu chercher, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat, je le prendrai vraiment pas mal. Encore une fois, le destin a voulu que ce webinaire soit plus compliqué que prévu, et toutes vos questions, on y répondra et on ira chercher les réponses directement chez notre partenaire SAP si besoin. Alors on m'annonce dans le chat que vous voyez toujours les slides PPT. Est-ce le cas de tout le monde? Oui. Alors je sais pas si j'ai un son différent de la part de Webikeo. On vous voit en gros plan. Ah bah, pas très intéressant.
Donc pour démarrer, cette, démonstration Est-ce que là, de c'est mieux? l'outil de la nouvelle solution SAP Document and Reporting Compliance, nous allons partir d'abord de ce qui est finalement disponible, et possible de faire, dans l'ERP. Ici, on est dans un environnement SAP S/4HANA. On le reconnaît à l'expérience utilisateur que l'on appelle SAP Fiori, donc qui est très reconnaissable par ses différentes tuiles. Et on va en fait venir tout simplement, construire un de nos reports, donc par exemple la déclaration TVA ou bien la FEC dans le cadre franco-français. Donc je vais de suite aller dans cette tuile, que vous connaissez, sûrement, qui s'appelle Run Statutory Report et à partir duquel je vais pouvoir choisir différents filtres qui sont encore à une fois à la main, de l'utilisateur. Donc je vais ici choisir l'entité française qui m'intéresse aujourd'hui et l'année également de reporting. Et donc là, je me rends compte qu'effectivement, il y a un certain nombre de reporting, donc pour la France qui sont disponibles. Donc tous les reportings d'ailleurs, on peut tous les construire directement dans le corps de SAP S/4HANA. C'est également valable pour ECC bien évidemment. Mais là, on va se pencher plus particulièrement, par exemple, sur la déclaration de TVA, donc la CA3, qui devra être, envoyée d'ici 12 jours au gouvernement. Je vais donc à partir de l'écran d'avant descendre dans le détail de ce report et retrouver, différentes informations. Donc tout d'abord les informations d'entête que l'on retrouvait dans l'écran précédent, mais également, les activités reliées à la préparation, la construction, de cette CA3. Donc évidemment, avec ces activités, ces différentes tâches, vient la notion de workflow d'approbation, de workflow et donc de rôle, d'autorisation. En effet, tous les individus n'auront pas les mêmes rôles, les mêmes, tâches à effectuer dans la construction de chacun, de ces reports et tout le monde n'aura pas les mêmes vues, surtout sur les informations. Donc ici, si l'on regarde la première étape à faire pour pouvoir construire le report, c'est ce qu'on appelle le managing des tax items. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, hop, les, données qui sont les données donc désagrégées, qui constituent, donc après une maille forcément agrégée, la déclaration de TVA, donc le CA3. Ici, bien évidemment, on est sur un environnement démo, donc on n'a qu'un seul tax item. Et ça va être suffisant pour vous montrer qu'à partir de cette ligne, à partir d'ici, on va retrouver des informations en fait, que l'on retrouve dans les différents modules de l'ERP, donc notamment le numéro du business partner, le posting date du document, la date du document et et en fait, à partir du document number que l'on trouve ici, on va pouvoir, redescendre, dans le module afférent, c'est-à-dire le module FI, de l'ERP. Donc là, il va venir chercher ce document, on va le laisser travailler et repartir dans la liste de tâches. Puisque une fois qu'on a vérifié tous ces tax items et que tout va bien, et ben, on va pouvoir forcément générer la déclaration de TVA. Évidemment, c'était intéressant de vous montrer cet écran-là parce que si besoin, vous allez pouvoir enlever à la dernière minute un de ces tax items. Et là, hop, si on va dans le détail justement de la pièce que l'on a ouverte précédemment, on est bien dans la tuile Manage Journal Entry, donc dans FI, dans la partie General Ledger et on retrouve effectivement tout ce qui est line item et surtout les informations relatives aux taxes et on peut facilement ensuite basculer sur une vue en T, par exemple. Ensuite, ici, si on passe dans la deuxième tâche de la construction de ce report, on va basculer dans la génération de la déclaration de TVA. Et donc là, on est en fait tout simplement dans une notion de run. Donc on va venir faire tourner un run, hem, pas évidemment en fonction de si on a besoin d'en faire, voilà, d'en faire tourner un nouveau. Donc ici, il y en a déjà un qui a été, généré sans problème, sans erreur, donc le 3 février 2022 et c'est intéressant parce que là, on voit bien la piste d'audit. C'est-à-dire que, l'example GL accountant ici, c'est moi. C'est-à-dire que je vais retrouver mon profil ici avec toutes, justement mes rôles, mes autorisations. Donc on est vraiment sur une piste d'audit de bout en bout.
Et là, je peux en fait, cliquer ici et avoir toutes les informations relatives au premier run qui a été lancé. Et donc là, je ne vais pas en lancer un de nouveau puisqu'évidemment, effectivement, tout a été généré sans aucun souci. Donc on a bien la CA3 principale. Si je descends ici dans le détail, je vois qu'effectivement, je retrouve bien la structuration de cette CA3. Voilà, pour aller dans le détail de chaque onglet, hein, évidemment. Donc là, sur les non-taxable transactions, hop, on retrouve toutes les lignes, etc., etc. On peut évidemment ensuite l'imprimer pour l'avoir au format papier, si besoin, et au format PDF. On a également l'annexe qui a été générée, avec là aussi toutes les informations afférentes et donc voilà, qui sont nécessaires à envoyer au gouvernement. Ici, on retrouve les status logs de ces différents documents. Donc là, c'est intéressant évidemment, surtout quand on a une erreur, quelque chose qui ne va pas. Ici, on retrouve simplement, voilà, les informations comme quoi tout s'est bien passé. Ensuite, ce qui est intéressant ici, c'est que l'on peut, à partir de la CA3, venir analyser les données composant ce reporting à la maille la plus fine, avec une vue multidimensionnelle. Donc on va en fait pouvoir choisir encore une fois une vue que l'on va personnaliser, donc la reporting entity, le company code, les dates sur lesquelles on va pour lesquelles on va vouloir récupérer les informations, et ensuite organiser ces différentes informations par ligne, par colonne, et mettre différentes dimensions. Donc là, hop, on va lancer le query, on va le faire apparaître en data grid. Hop, voilà. Et là ensuite on vient jouer tout simplement avec les différentes dimensions. On peut également, c'est quand on retourne dans cette deuxième étape, c'est-à-dire la génération des reports, hem, rajouter des documents donc qui seraient externes à, l'ERP, et donc en les uploadant ou en ajoutant également un lien qu'on peut renvoyer, également vers, voilà, vers le portail du gouvernement, par exemple. Ensuite, on va pouvoir, voilà, updater le statut. Donc, on va dire si ça a été soumis au gouvernement, si ça a été, refusé par le gouvernement ou accepté, par le gouvernement, parce que vous savez, dans certains pays, le contenu doit être validé, par le gouvernement après comparaison avec leur propre draft, donc de TVA. C'est le cas, par exemple, au Chili. Donc là, on va simplement dire que le document a été soumis au gouvernement. Voilà. Et donc là, on voit bien que ce run a été mis à jour. Donc là, le statut a changé. On voit également un changement en termes de date. Donc là, la piste d'audit continue. Et donc là, le statut également a été modifié. Et une fois effectivement que cette CA3 a été soumise au gouvernement, et il faudra en fait, il aurait fallu donc qu'on soit, dans un vrai scénario, c'est-à-dire qu'on échange effectivement avec la plateforme gouvernementale et que ce report soit accepté pour que l'on passe à la dernière étape qui est en fait le posting, de la taxe payable, donc c'est-à-dire de l'écart entre la TVA collectée et la TVA déductible, qui fait évidemment partie du process.
Je ne sais pas si vous voyez la vidéo ou pas. Hem, voilà, donc en tout cas, c'était une petite démonstration de la solution qui sera proposée par SAP. Si jamais vous voulez avoir plus de détails, notamment sur aussi, comme je disais, donc la partie e-reporting, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Normalement, je réceptionnerai les coordonnées, pardon, des gens qui étaient présents aujourd'hui. J'ai bien noté que je vous enverrai la présentation et je m'excuse encore, hein, pour tous les aléas du direct et les aléas techniques qui ont eu lieu aujourd'hui. Ça ne nous ressemble pas chez Apsia, mais voilà, l'effet démo est toujours présent. En tout cas, merci, à toutes et à tous d'avoir été aussi présents. Ça nous fait toujours plaisir. On va continuer normalement, sur notre lancée de webinaire avec notre partenaire SAP et normalement le prochain sera sur l'intelligence artificielle et notamment Joule, qui sera donc, l'assistant intelligence artificielle présent dans SAP S/4HANA Cloud Public. C'est gentil de me répondre. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et à très bientôt et encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous l'adresser sur notre site appsia.eu. Au revoir.